Transparence, simplicité, confiance. C'était il y a 10 ans. On m'a parlé de la blockchain et je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je pensais que c'était en rapport avec Minecraft. Et comme c'était Minecraft, je me suis dit que c'était pas super intéressant. La mission de Kepler est de distribuer des cryptos actifs au grand public et de démocratiser l'accès. On l'a fait en distribuant à travers les points de vente, ce qui était une nouveauté mondiale, ce qui nous a valu pas mal de buzz. Aujourd'hui, on est prêt à lancer également la possibilité de l'achat online via des terminaux de carte bleue. Donc on pourra acheter la crypto-monnaie via carte bleue avec une offre qui est la plus compétitive, on va dire au monde, mais on va être plus humble et on va dire en Europe. Exactement. Pas de frais cachés et de la transparence en plus. Notre démarche était justement de répondre à des personnes qui étaient intéressées et qui, dû à la technicité du Bitcoin, n'avaient pas accès. La mission est un succès puisque effectivement on voit de nouveaux utilisateurs qui tentent avec un ticket à 50 ou 100 euros et qui ensuite achètent plus régulièrement. Les buralistes ont joué un rôle important parce que c'est, malgré leur activité phare qui est la vente de tabac, mais ils ont quand même cette composante rassurante. On sait que c'est notre commerçant. Historiquement, on peut toujours acheter des timbres fiscaux, on peut acheter son stylo, des chewing-gums, on peut tout acheter et c'est un incontournable au niveau du commerce de proximité. Donc ça a apporté cette composante rassurante que les offres en ligne n'apportaient pas, en particulier pour le Bitcoin où il y a eu quand même beaucoup de scams. En 2021, on a prévu de proposer d'autres actifs, notamment l'Ether, l'éternel Ether, et pour les autres, on est en train de décider, mais de toute façon, l'idée de Kepler n'est pas forcément de proposer telle ou telle crypto-monnaie, d'ailleurs c'est un choix, on n'a pas fait notre propre token, c'est vraiment de donner l'accès et les outils nécessaires à l'usage de la crypto-monnaie. Donc, les questions très récentes au niveau de la BCE avec des crypto-monnaies, une crypto-monnaie européenne émise par une banque centrale, on fournirait les outils pour pouvoir l'utiliser et en acquérir simplement. On n'a pas d'affiliation à proprement dit sur le Bitcoin. Le marché américain fait partie de nos objectifs, mais ce ne sera pas le suivant. Pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Aujourd'hui, Kepler qui est déjà présent en Belgique et au Luxembourg. On a signé un accord avec le Royaume-Uni, donc on est en cours d'intégration technique pour le Royaume-Uni. L'Allemagne également, je pense que d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2020, on devrait être live pour l'Allemagne. L'Espagne, l'Italie, l'épisode de la pandémie a ralenti les échanges, mais nos partenaires en Italie et en Espagne sont très intéressés pour l'intégration. Aujourd'hui, on discute les derniers détails. Et espérons qu'en 2021, on soit live dans la plupart des pays européens. Le vrai accès que l'on va proposer pour l'Europe, c'est l'achat par carte bancaire. Et donc, très prochainement, on met en place une marketplace intégrée à l'application et aux interfaces Kepler qui permettront d'acheter à la fois des cartes prépayées et également des goodies liés à la crypto avec des trucs très sympathiques. Et je pense que pour les fêtes, ils auront un succès certain. Depuis un moment, Kepler travaille sur la possibilité d'offrir des bitcoins online. On avait déjà démarré l'offre avec l'accès au bitcoin par virement. Donc on acceptait les virements bancaires, ça nous permettait d'éditer des e-tickets à destination des utilisateurs. Ça a connu un succès certain. On est en train de recadrer cette offre et également la possibilité d'acheter des bitcoins avec une carte bancaire. On lance ça dans quelques temps. À mon avis, quand la vidéo sera en ligne, l'offre sera disponible et cet accès se fera via un store. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau. Il faut à la fois proposer des cartes prépayées, donc qui pourront servir éventuellement de cartes cadeaux. Pensez-y pour les fêtes, ça se rapproche assez rapidement, mais également beaucoup de goodies. Donc des sweatshirts, des mugs, etc., etc. Et puis des petites choses un peu nouvelles et très sympathiques. Sur Kepler.store, dès que la boutique sera en ligne, et vous verrez qu'au niveau des offres, on sera extrêmement compétitif. On sera à la hauteur même des plus grands exchanges et des plus grandes offres mondiales en termes de prix. Ce seront des cartes prépayées en euros à convertir, donc ça pourra servir pour des cadeaux ou pour son propre usage.
la compétition sur les fees et sur la rémittance traditionnelle n'est pas forcément pertinente pour la crypto-monnaie, mais dans notre cas, oui, la crypto-monnaie est quand même plus pertinente, il y a plus de liberté, et la rémittance se fait surtout vers des pays non bancarisés, notamment l'Afrique. C'est très bien pour la rémittance dans ce sens-là, mais l'absence de bancarisation ou le manque de bancarisation en Afrique leur crée également un gap où ils ne peuvent pas acheter sur Internet et se fournir sur Internet, alors qu'avec le Bitcoin, ils peuvent. Donc recevoir par rémittance des Bitcoins rend ça clairement plus pertinent en Afrique que de recevoir de la monnaie locale et ensuite batailler pour pouvoir acheter sur Internet. Ce qui caractérise ces tentatives de scam, de phishing et autres, c'est l'audace. Et il manque pas d'audace, donc ils tentent avec des procédés très astucieux. Il faut pas les sous-estimer. Ils sont convaincants, ils sont audacieux. Parfois, ça peut fonctionner, mais on a une approche par itération et on anticipe. Donc en fait, jusqu'à présent, on a été quand même plutôt à l'abri de ces attaques, mais les tentatives sont régulières et elles revêtent beaucoup de formes. La technologie utilisée pour nos wallets, justement, rend le hacking potentiel de notre plateforme très peu intéressante. Donc les utilisateurs sont plutôt rassurés sur l'utilisation de notre wallet parce que le stockage n'est pas centralisé. On avait pris un peu de retard au début parce que c'est arrivé, on savait que c'était prévu, mais on avait notre inertie, l'inertie liée à notre activité. Il y avait des points sur l'AML qui étaient prévus qu'il fallait déployer. Notre dossier a été présenté à l'AMF, qui suit son cours. On échange assez régulièrement avec les autorités des marchés et la CPR. On espère être dans les temps pour l'obtention de l'enregistrement. On a échangé récemment dans le cadre de notre participation dans l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques, avec l'AMF. Et c'est un sujet qui a été soulevé avec le passeportage. Le passeportage, il en est ressorti que c'était une bonne nouvelle. La plupart des membres de l'ADAN saluaient ça, avec quelques inquiétudes. Mais avant le passeportage, c'est cette relation aux banques et ces difficultés que l'on peut rencontrer pour avoir une banque qui nous accompagne dans notre activité. Alors on sait que les banques sont intéressées, elles s'y intéressent fortement, elles n'ont pas forcément l'expertise pour développer des solutions qui leur conviendraient en termes essentiellement de compliance, mais ils devraient peut-être faire confiance à des acteurs qui justement eux ont mis en place et ont cette expérience précise pour assurer cette partie compliance et accompagner cette partie de l'économie qui est en fort développement. C'est l'essentiel, c'est la ceinture de sécurité, c'est même les freins de notre activité. C'est ce qui permet de nous assurer de la personne qui est en face et de ne pas se tromper. On est certain que la personne qui s'enregistre sur notre plateforme est bien celle qu'elle prétend être. Parce que le vol d'identité est une problématique qui n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, qui a à voir avec tous les services en ligne et d'une manière générale la numérisation, la digitalisation de l'économie et des services que l'on utilise au jour le jour. Donc on est très satisfait de notre partenaire et ils sont très efficaces. Pas suffisamment à mon goût, il y a à peu près 30% de femmes. Le Covid a été très révélateur sur pas mal de choses, et notamment effectivement sur la confiance liée à la monnaie traditionnelle et au Bitcoin. J'ai pas envie d'être cynique, j'aime pas ça, mais néanmoins, oui, pour le Bitcoin, les gens ont considéré ça comme une valeur refuge, et à mesure que l'on voyait se déployer des aides, les utilisateurs se posaient la question sur la pertinence d'une monnaie euro qui peut être imprimable ou du dollar qui peut être imprimable à volonté contre des actifs dont la rareté est beaucoup plus établie, donc les gens se sont beaucoup tournés vers l'or, mais également le Bitcoin pendant cette période-là. Je détiens quelques actifs, Ether, EOS, Bitcoin. Trader, c'est très chronophage, donc plutôt hodler. La blockchain du Bitcoin, très clairement, n'est pas une blockchain transparente.
Il y a des blockchains qui sont destinés justement à opérer sur des activités illicites, bref, pas destinées mais en tout cas sont beaucoup plus propices à ça. On a cité Monero et Dash par exemple, d'ailleurs elles sont plébiscitées par les organisations criminelles et c'est un choix pour nous de faire le Bitcoin parce que ce n'est pas transparent, néanmoins l'énergie à déployer pour pouvoir tracer une transaction Bitcoin, elle est quand même conséquente. Donc c'est pas pour des petits méfaits dire insignifiants, parce que chaque chose a son degré de signification, mais pour des méfaits assez courants, c'est pas rentable de mapper la blockchain pour remonter transaction. En revanche, pour les choses plutôt graves, justement, la blockchain est plutôt rassurante pour ça. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans les médias il n'y a pas si longtemps que ça, le démantèlement d'un réseau de pédophilie. Il y a des réseaux terroristes qui ont été ciblés par ces enquêtes-là. Et c'est plutôt rassurant pour les choses extrêmes, avoir quand même un outil qui serait performant pour éviter les dérives. Une tribune, évidemment.